Et peut-être qu'il n'a pas parlé en tant que président de la République, il a parlé en tant que citoyen, il a son opinion de la question et on ne peut pas l'empêcher d'avoir, comme vous êtes là, vous pouvez dire le code dans l'État est bon. Oui. Quand le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas relecture du code, oui, et silence radio, cela confirme que le chef de l'État a la même mise sur les deux parties de la mouvance. La lecture est très simple. Mais au-delà, au-delà de ces parties de la mouvance, les députés de l'opposition font quoi à l'Assemblée? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire un lobbying pour lancer? Je viens. Oui. Chers amis du bout des ondes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Free Speech. Nous allons parler dans cette émission et nous allons nous y attarder notamment sur la conférence sur l'impératif d'une bonne gouvernance au Bénin, l'appel du président de l'Union progressiste, le Renouveau, sur une éthique renouvelée. C'était donc au cours de la semaine écoulée avec le président Joseph Djogbenou. Toujours dans ce numéro, nous allons revenir sur les points saillants qui guident donc le code électoral et les enjeux avec le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, M. Orden Aladati. Et nous allons chuter avec quelqu'un qui joue la carte de l'apaisement. Il s'agit d'un honorable député du bloc républicain. Il s'agit de Benoît Degla qui appelle donc les partis de la mouvance à s'entendre pour accorder leur violon et éviter donc de faire le lit à l'opposition. Mesdames et messieurs, pour aborder tous ces sujets, j'ai deux éminents chroniqueurs sur ce plateau. Vous les connaissez déjà. Il s'agit bel et bien de Landry Weton. Landry, bonjour. Bonjour Valentin Adibocha, bonjour Alphonse Moïse Soudé. Le rendez-vous nous appelle, nous sommes présents. Nous vous disons aussi bonjour, chers amis téléspectateurs, et prenez le rendez-vous, ne zappez surtout pas. Et de l'autre côté, un intrépide journaliste, chroniqueur, Moïse Soudé. Bonjour à vous, Valentin, bonjour à Landry et bonjour à tous les compatriotes. Voilà, au fur et à mesure donc, que nous approchons 2026, les langues se délient, il y a plus d'animation et ça, c'est ce qu'on a toujours souhaité, de l'actualité politique au plan national. Il faut donc ramener l'église au cœur du village, comme aime si bien le dire Landry Weton. Nous allons suivre l'élément de Joseph Djogbenou qui parle notamment de l'impératif de la bonne gouvernance. Voici le président de l'UPR. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle, aviez-vous suggéré? Bien entendu, j'ai estimé qu'il était important d'élargir le champ en ramenant la réflexion à l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. En formulant ainsi ce sujet de manière aussi partisane, une prise de position, qui peut le contester? Il ne m'appartient pas de prendre position sur une position. Et d'ailleurs, j'approuve parfaitement cette position. Je l'approuve en mes multiples qualités. J'approuve cette position parce que c'est la position du président de la République et du gouvernement depuis 2016 qui conduit l'action publique. C'est la fondation de l'action publique, la bonne gouvernance. Mais c'est ensuite la position du parti que j'ai l'honneur de diriger, l'Union progressiste Le Renouveau. Il vous souviendra que c'est un parti de justice sociale. Il vous souviendra que c'est un parti qui vise à prévenir et à corriger les inégalités sociales, les vulnérabilités sociales. La gouvernance nous renvoie ainsi, et ensuite, pour le bien-être des femmes et des hommes vivant en société, et pour la pérennité de la société politique, à l'art et à la manière de gérer. Il ne s'agit pas d'une gestion administrative, il s'agit d'une gestion décisionnelle au sens politique du terme, c'est-à-dire le fait de faire des choix. Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. En ayant en considération le service de l'homme
en ayant en considération et en esprit la pérennité et la pérennisation de la société. L'autre expression a clarifié les défis actuels. Les défis actuels. Ce n'est pas une clarification, c'est une constatation. Il faut en faire les constats. Les défis sont, à mon sens, d'ordre interne, mais également d'ordre externe, présent ou à venir. On peut citer à première vue toutes les vulnérabilités. La gouvernance est une action. Et cette action doit être une action de qualité. Les choix, les critères, les conditions doivent être conçus, identifiés et mis en œuvre avec la qualité démocratique et la qualité en termes d'expérience, en termes de compétences. La réforme du système partisan a pour fondement, mais aussi pour finalité, la qualité de la gouvernance. Elle nous conduit patiemment à avoir une classe politique dans des catégories bien identifiées, à réduire l'espace des interlocuteurs, à conduire les interlocuteurs dans ces espaces-là, à avoir plus de soucis de la population, des besoins de la population, à avoir plus d'exigences, parce que la population est exigeante. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption et pour la justice, c'est une lutte salutaire. Il ne faut pas reculer là-dessus. Retour sur ce plateau, Moïse Soudé, réaction. Moi je dis, quelle est la plus-value de cette sortie-là par rapport à ce qui se passe? On a parlé de précarité exponentielle, on a parlé des défis actuels. Mais la précarité exponentielle, ce n'est pas de ma faute ni de votre faute. Ce n'est pas moi qui ai voté la loi sur l'embauche, où on a précarisé l'emploi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et le professeur Djogbenou, c'est un professeur pour qui j'avais de l'admiration parce que lorsqu'il était dans la société civile, il avait de très belles idées. Avec l'alternative citoyenne, avec le Mercredi Rouge, il menait quand même des combats nobles. Mais quand on me dit qu'on était dans la position de revendication et qu'on vient dans la position de décision, où se trouve l'éthique, où se trouvent les convictions, est-ce que les convictions changent d'un bord à l'autre? Aujourd'hui, c'est comme le malade que nous avons dans la Bible où on dit « Veux-tu être guéri ?» Il dit oui, mais qui n'a personne pour le jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Est-ce que le professeur est en train de vouloir se purifier pour les échéances de 2026? C'est absurde. Parce que moi, je ne vois pas l'opportunité. Quelle est la plus-value? Quel est l'avantage de cette sortie-là? Non, je dis non. On dit nous avons des difficultés, on parle de précarité, on parle d'injustice, on parle d'inégalité. Le professeur a été président de la commission des lois. Le professeur a été président de la Cour constitutionnelle. Et sous son magistère, plusieurs lois ont été votées. Et quand vous lisez les lois, c'est horrible. Vous avez la loi sur... Oui, vous avez la loi sur l'embauche. Vous avez la loi sur la dépénalisation de l'avortement. Vous avez beaucoup d'autres lois qui ne favorisent pas quand même le développement de la société. Est-ce qu'on a pensé? Parce que je dis, quand on veut voter les lois, il faut penser au bonheur de la majorité des Béninois, parce qu'on a levé le doigt pour dire... C'est autant que toutes les lois qu'on a votées sont aussi pas sociales. Vous savez, les gens votent les lois, après ils se rendent compte qu'ils ont voté des lois qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est ça la réalité. Et quand les lois sont appliquées, c'est là que la majorité des Béninois se lèvent pour aller chercher les lois. Moi, j'ai dit, j'ai méconnu, ça c'est mon expression, j'ai méconnu le professeur Joseph Djogbenou. Il était mon aîné sur le campus. Il a fait le droit, moi j'ai fait la linguistique. Il était mon aîné de 2 ans. Et au niveau de la FNEP, ils avaient quand même de belles idées pour révolutionner le monde. Et quand ils ont lancé Mercredi Rouge, les Béninois les ont suivis. Moi j'ai couvert plusieurs marches en tant que journaliste de Mercredi Rouge. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, moi je me suis dit, ce qu'on a défendu à la touche, qu'on allait concrétiser ces réalités-là, au niveau. Mais l'exercice du pouvoir, c'est réalité. Maintenant, quand il dit l'exercice du pouvoir, c'est une réalité,
Il vient maintenant pour se purifier, pour se retrouver une certaine virginité politique. Mais il va à la conquête du pouvoir en 2026. Ça veut dire quoi? Que le discours qu'il tient aujourd'hui, il n'a aucune obligation morale de respecter les engagements qu'il va prendre aujourd'hui quand il sera au pouvoir. Donc, il peut nous brimer davantage. Aujourd'hui, il peut nous promettre le ciel et la terre, mais demain, vous dit non, une fois face aux réalités du pouvoir, je ne peux plus tenir mes engagements. Où se trouve l'éthique? Parce qu'il a parlé d'éthique. C'est ça la réalité. Il faut être constant dans sa prise de position. Et Jean-Baptiste Elias était là. Il lui a rappelé un certain nombre de faits, mais que l'autre a tenté d'expliquer, mais il ne convainc pas. Qu'est-ce que cela, ça a sorti à apporter aux Béninois? Quand vous allez sur les réseaux sociaux, au contraire, mais c'est des coups de massue qu'il a reçus. Donc j'ai dit, on sort pour voir un ballon d'essai. Est-ce que je suis candidatable? Est-ce que mes compatriotes sont prêts à me confier la gestion du pouvoir? C'est un ballon d'essai. Et je crois qu'avec son équipe, parce que je ne sais pas s'il intervient là en tant que professeur de droit privé ou bien il intervient là en tant que président de l'UPR. S'il intervient là en tant que président de l'UPR, ça veut dire que l'UPR l'a mandaté pour dire des choses en son nom. Mais je ne crois pas qu'il puisse intervenir là en tant que président de l'UPR. Bizarrement, c'est à cette comité qu'il est intervenu. Landry Weton. Oui. Je crois que le sujet est aussi croustillant que la sortie de l'autre dont nous allons parler aussi, et peut-être tout à l'heure si le temps nous permet. Mais vous allez me permettre, en toute solennité sur ce plateau, compatir. Compatir, pas encore la douleur des Béninois, mais compatir parce que demain, 15 avril, et cela fera exactement 4 ans que le professeur Joël Aïvor a été mis sous les verrous. Je voudrais compatir à la peine de l'homme et à la peine de tous ceux-là qui aujourd'hui se retrouvent dans les lignes de la détention pour une raison ou pour une autre. Et donc c'est notre façon à nous autres de nous rappeler la mémoire de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais comment dirais-je, commencer mon analyse par l'appendice de Moïse Alphonse Soudé. Il ne sait pas dans quelle posture s'est retrouvé Maître Joseph Fifame Djogbenou en tentant cette conférence de presse. Je rajouterai qu'au-delà des deux postures que Moïse a soulevées tout à l'heure, est-ce le professeur que nous adulons il y a quelques années et qui nous a fait rêver d'une autre façon de faire la politique dans notre pays? Est-ce le professeur, est-ce le président de l'Union progressiste? Je ne sais pas si le renouveau va toujours continuer à rajouter le renouveau. C'est vrai qu'ils n'ont pas été encore en congrès pour nous dire que le PRD s'est détaché de ce bloc politique. Ben donc, si vous le permettez, nous gardons Union progressiste, le renouveau. Je voudrais rajouter deux autres profils. Je voudrais rajouter, est-ce le futur candidat à l'élection présidentielle de 2026 qui est sorti aussi? Je ne sais pas, puisque nous tentons de parler plutôt de ballon d'essai sur ce plateau. Est-ce qu'il est déjà dans cette posture ou c'est tout cela fusionné? Et la quatrième, est-ce l'ancien, comment dirais-je, je ne voudrais pas parler de membres, vous savez, il faisait partie de cette coalition qui nous a vendu le président Patrick Talon en 2016. Est-ce dans cette posture qu'il vient s'absoudre, comme vous l'avez dit, pour se donner une certaine virginité, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé? Dans quelle posture s'est retrouvé le professeur Fifame et Joseph Djogbenou aujourd'hui pour nous faire cette conférence de presse-là? Il est invité. Il est invité. Invité à nous parler. En tant que personne ressource à nous parler. Et donc, nous occultons tous ces profils que nous lui attribuons peut-être. Non, mais il est invité en tant que professeur. Bien sûr. Non seulement professeur, mais président aussi de... président de l'UPR. Bien sûr. Ah, d'accord. Pas futur candidat pour la présidentielle 2026. D'une façon ou d'une autre, pour faire beaucoup plus sérieux, Valentin Andibocha, je crois que, pour moi, ça n'a rien apporté au débat. Ça n'a vraiment rien apporté au débat parce que ceux dont nous parlons dans le pays, c'est ceux qui ne doivent pas être
chrysogène, hein, c'est ce qui ne doit pas apporter des remous, apporter de la peur dans la cité et dans la République. C'est ce à quoi nous travaillons tous pour les élections de 2026. Le débat aujourd'hui, le débat sur la précarité n'est pas un débat dépassé, c'est un débat de tous les jours, c'est un débat du quotidien. Et nous en avons fait notre vécu et on se dit que ça va aller, on a suffisamment serré la ceinture, comme le dirait l'autre, mais on n'a pas vu la mamiste mijoter pour que chaque Béninois puisse se dire maintenant nous avions préparé, nous sommes prêts à manger. Mais donc, je dis le débat sur la précarité, le débat sur la prospérité partagée entre griffes, parce que dans tout ce que nous disons, quand on dit gouverner, c'est pouvoir gérer les ressources en fonction des besoins. Je paraphrase un peu ce que le professeur a dit lors de cette conférence de presse. Je dis, est-ce maintenant que l'on veut partager les ressources que nous avons, alors qu'on sait qu'il y en a qui ont vécu la galère, comme nous autres qui sommes de la presse, il faut oser le dire, et c'est encore, oui, il faut, excusez de peu, qu'on puisse le dire comme ça, vous et moi, nous avons vécu la guerre, nous continuons de vivre cette galère-là dans ce pays. Et donc, je crois que lorsqu'on veut faire sérieux et que l'on veut compatir, on n'a pas dit que tout a été mauvais, on l'a toujours dit sur ce plateau, tout n'a pas été mauvais, mais il me semblerait qu'on a peut-être laissé de côté ce qui est primordial, comme je le dis toujours, un peu comme les épicuriens, un peu de pain et de pain suffisait pour faire le bonheur des Béninois. Malheureusement, on n'a pas réglé réellement ce problème, on a rêvé, on était sur un mirage en 2021, parce qu'on nous disait que le mandat allait être hautement social. On n'a vraiment pas vu venir ce social jusqu'à présent. Peut-être en 1 an, en 6 mois, en 8 mois, on pourra peut-être redresser. Mais je crois que la sortie du professeur, vraiment, excusez-moi, c'est du flop. Mais quand même, il a compati à la douleur des Béninois lorsqu'il parle de la compréhension de la situation, de la difficulté qu'ont les Béninois à vivre. Je pense que c'est quand même un homme qui compatit. Compatir, alors qu'on a le pouvoir décisionnel. Lorsqu'on était dans la société civile, on pouvait encore comprendre ce langage. Hier, nous avions tous vécu le mercredi rouge. Vous et moi, on était sociétaires d'un autre groupe de presse dans ce pays. On a participé activement à ces initiatives. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans cette posture de société civile, on peut comprendre que l'on n'a pas le pouvoir décisionnaire. Mais lorsqu'on a été à ce niveau de décision, on a été président de la Cour constitutionnelle, on a été ministre dans ce pays, et que aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on est en train de compatir à cela, je trouve que c'est un faux fuyant. Hein. Pour moi, il n'y a pas à... Non, il y a juste à nous dire, voilà, à partir de maintenant, jusqu'à ce que nous le finissions, puisque nous sommes encore au pouvoir, quoi qu'on dise, il fait partie des décideurs de ce pays à ce niveau de responsabilité. Nous pensons que la mesure de maïs, nous allons tout faire pour que la mesure de maïs, à partir de ce mois, soit à 150 francs. La mesure, que le haricot soit à 200, c'est de ça que le Béninois a besoin. Et le débat, excusez-moi du peu, je ne voudrais pas être grotesque sur ce problème, mais le gros français, la phraséologie, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui le Béninois. C'est un professeur d'université. Non, mais c'est normal. Écoutez, nous savons tous rouler la langue de Molière ici sur ce plateau, mais ce n'est pas, nous, chacun dans son rôle, nous avons le devoir de dire à ceux qui décident, que voilà ce que le peuple veut. Qu'est-ce que vous aurez souhaité que le professeur Diop nous dise à cette tribune-là? Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Non, mais je dis, on va faire pratique, on va faire pragmatique. Le Béninois a besoin de manger à sa faim. Il faut décompresser. Non, décompresser au-delà même de ça. Parce que le problème, lorsque je parlais du flop tout à l'heure, lorsque le peuple a faim, lorsque les gens sont faits, qu'on entend tout cela être déroulé pour sembler dire qu'on est en train de compatir au peine des Béninois et qu'à la fin, nous n'allons pas être des anarcho-gauchistes sur ce point. On ne va pas dire non, il ne faut pas non, compatissez. Mais agissez aussi pour permettre à la population de savoir, ah oui, quand je te dis, mon frère, tu m'as appelé hier, je n'étais pas disponible à te répondre favorablement, toutes mes excuses. Mais voilà, je t'envoie, à défaut de 5 000 francs que tu m'as demandé, je t'envoie 2 000. Ah, tu as compati, tu as agi, tu as touché le cœur de celui-là. Et donc, du coup, c'est de ça que nous avions besoin. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette conférence de presse? On s'est excusé, on a dit qu'on peut faire mieux, on aurait dû faire ceci. On pense que les années à venir, comme
corriger d'abord ce qui est là. Ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette histoire? Qu'on corrige d'abord ce qui est là. Et je dis pour faire pratique. Lorsqu'on vous dira, vous direz sur ce plateau, vous reviendrez ce soir dire, ah, le gouvernement a dit, puisqu'il fait partie quand même s'il n'est pas ministre du gouvernement, il fait partie des décideurs jusqu'à demain et de ce que le régime du président Talon a produit comme actif dans ce pays. Et donc, lorsqu'on reviendra nous dire, le gouvernement a pris la mesure, a pris des mesures pour alléger la peine des Béninois et que désormais le maïs est à 150 francs. Mais c'est de ça que nous on a besoin. Nous qui sommes dans le bas peuple. Les gens nous ramassent les oreilles tous les jours. Vous venez sur les plateaux, vous venez parler, vous dites ceci, vous dites ça. Mais est-ce que la mesure de maïs a changé de prix? Non, on est toujours à 400 francs la mesure. Le Béninois veut palper du doigt. Mais c'est de ça que nous avons besoin. Faites-nous, donnez-nous à manger. Voilà. Donnez-nous à manger, le reste, nous allons gérer. Voilà. Moïse Soudé, je pense quand même que lorsqu'on écoute le professeur, quelque part, il reconnaît la difficulté des Béninois. Le professeur Djogbenou est en train de nous démontrer que le pouvoir de l'instant dont il a parlé tout le temps, quand il a paraphrasé Maître Nyansounou, pour dire vous avez sur moi le pouvoir de l'instant. Ils constatent que ce pouvoir de l'instant qu'ils ont est en train de s'effriter. Moi, j'ai eu cette chance-là. Le jour où le professeur Djogbenou devait renoncer à sa candidature au profit de Patrice Talon, j'y étais. Et je n'ai pas envie de rappeler sur ce terrain, sur ce plateau, ce que j'ai dit au professeur. Et vous savez, il faut regarder. La nature ne fait pas les choses. Pourquoi c'est le binôme qui sort? Les titulaires sont suppléants. Chaque fois qu'il y a les élections législatives, c'est les deux qui sortent. Pour la première fois, Djogbenou a été titulaire, Oden a été son suppléant. La deuxième fois, la même chose. Pourquoi c'est les deux qui sortent? C'est les plus intelligents du parti, l'UPR, pour nous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi c'est eux? Parce qu'ils avaient... le président de la commission. Non, parce que au cours de Mercredi Rouge, ils nous ont vendu ce qu'ils nous ont vendu. Aujourd'hui, ils se sentent coupables. Ils veulent se... Coupables de quoi? De ce qui est arrivé au Béninois. Qu'est-ce qui est arrivé au Béninois? Moi je dis une chose, c'est sous leur magistère qu'on a parlé de certificat de paternité. Vous savez ce que ça veut dire? Tu sors pendant longtemps avec ma soeur, elle tombe enceinte. Si tu es un voyou, tu dis, je ne reconnais pas cette grossesse-là. Et la loi te permet de ne pas donner le certificat de paternité. Donc ma soeur, elle sera obligée de donner son nom à mon neveu. Sommes-nous déjà dans un régime et cette loi-là a été votée sous le magistère. Je ne parle pas des intellectuels, je parle de tout le monde. Je suis au village, j'engrosse toutes les femmes et je refuse de reconnaître la paternité de ces enfants et je ne vais pas chercher le certificat de paternité que je vais donner à mes nièces, à mes cousines pour dire je reconnais être le père de l'homme. Où est-ce que ça crée dans la société? On ne peut pas avoir voté ces lois, on ne peut pas avoir validé ces lois-là et dire aujourd'hui qu'on veut faire son mea culpa. Le tort a été fait. Pourquoi depuis 9 ans que les Béninois se plaignent? Pourquoi c'est maintenant, ici et maintenant, qu'on vient à vous? Tu dis non, non. Mais le langage latin dit erraro mano est. Non, après 9 ans. Écoutez, vous voyez, on a précarisé l'emploi. Vous avez vu combien de personnes aujourd'hui sont à la maison? On a modifié la loi sur l'embauche. Mais écoutez, un patron vient un matin, il est de mauvaise humeur, il vous met à la porte. Et quand vous allez à la main de maximum, si on est gentil avec vous, on vous donne 3 mois. On vous donne 3 mois. L'emploi a été précarisé. Beaucoup d'entreprises ont été fermées. Quand vous prenez les différentes, moi je prends les lois qui ont été votées. Vous avez vu la polémique autour du code électoral. Mais on s'entête à ne pas relire le code. Vous avez vu la loi sur l'avortement. Vous avez vu la loi sur la dépénalisation de l'avortement. Il y a tant de lois qui ont été votées. Vous avez vu les lois qui obligent l'État, après 20 ans de service, quand vous êtes agent des forces de sécurité de défense, on peut vous mettre à la retraite. Vous avez vu que les gens ont été surpris quand un matin on leur a dit « Allez, basta, rentrez chez vous ». On a fait des frustrés dans la République. On ne peut pas venir aujourd'hui dire que bon, mea culpa, mea massima culpa. Non, le pouvoir de l'instant s'effrite. Et les gens qui ont été mis à la retraite, Moïse Soudé, ont quand même reçu des allocations conséquentes. Vous savez ce qu'on appelle force de sécurité de défense? C'est-à-dire que c'est des individus qui ont été formés avec l'argent du contribuable béninois. Des gens qui ont appris à manier les armes. À manier les armes. Et du jour au lendemain, il vient au bureau, il découvre que là, ici et maintenant, il prend sa retraite. Alors qu'il n'avait pas préparé ça parce que n'ayant pas pris connaissance de l'existence de cette loi. Pourtant, c'est des députés qui se sont assis et qui ont voté cette loi et qui se disent qu'ils sont soucieux du devenir et de l'avenir du peuple béninois. Pourquoi n'ont-ils pas rassemblé les forces de sécurité de défense pour dire désormais, voilà que nous avons voté cette loi. Faites attention. Comment?
Et c'est un matin que tout le monde découvre. Moi, c'est quand on a appliqué la loi que je suis allé chercher la loi sur le site de l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'effectivement, cette loi avait été votée. Donc, je dis, quand vous avez été président de la commission des lois, votre binôme, qui chaque fois vous suit dans les élections, vous remplace à la tête de la commission des lois. Et aujourd'hui, c'est vous qui faites des sorties pour justifier. Écoutez, l'expression rusé rage, je demanderai à tous les Béninois d'aller rechercher la vidéo. Il a d'ailleurs expliqué. Quand le professeur Diogonou parlait, regardez son faciès. Regardez son faciès. C'est la communication non verbale. Quand il était en train d'expliquer, d'utiliser l'expression rusé rage, il ne souriait pas. Mais il transpirait. Il était grave quand il disait. Ça veut dire qu'il a été piqué au vif, il a été déçu, il a décidé de régler des comptes. C'est pas moi, c'est l'image. La vidéo a été claire. Il avait la mine grave. Est-ce qu'on veut donner une bonne information, une information intéressante à la maison quand vous ramenez un cadeau à vos enfants? Est-ce que c'est avec la mine grave que vous dites à vos enfants? Assumé, ce n'est pas de gaieté de cœur qui sont passés à la rue. Écoutez, il assume parce qu'il veut se faire pardonner du peuple béninois. Peut-être qu'il veut être candidat à la candidature pour 2026. Bon. Mais les gens ont compris pourquoi avoir laissé le mal perdurer pendant 9 ans. Et c'est à quelques semaines de la présidentielle qu'on fait ça sortir pour justifier ce qu'on avait fait. Point d'interrogation. On va avancer dans cette émission, dans ce débat. On va retrouver donc l'honorable Orden Aladati sur des questions cruciales du code électoral des élections de 2026. Notamment, il est revenu sur les déterminants et les enjeux de ce code-là, les raisons qui ont motivé donc le choix des 20% par exemple, et d'autres sujets d'intérêt. Voici l'honorable Orden Aladati. Je parle de la réforme du système partisan. Laissez les chiffres de côté. 10, 15, ainsi. L'essentiel, c'est l'objectif. Sur ce chantier-là, on rate ce chantier, ça fait 100 ans pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas une question du président Patrice Talon, je vous en prie. Préserver la prépondérance des partis politiques dans les compétitions électorales et assurer la promotion de ceux qui sont suffisamment représentatifs au plan national. La prépondérance. Et ceux qui, par le jeu des fusions et autres, se structurent, deviennent forts, il faut que par des dispositions légales, on assure leur promotion. Tout le nœud est là. 10%, 15%, 20%, c'est là. C'est son siège. Comment faire pour que les partis soient prépondérants dans la dévolution du pouvoir? Les partis vont exister. Le multipartisme demeurera intégral. Si vous avez 15 personnes par commune, vous allez créer votre parti. Si vous avez un siège parti, vous aurez le parti. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est pas fort. Si vous n'avez pas une envergure nationale, vous ne serez dans aucun cercle de décision. Ni au niveau communal, ni au niveau législatif. Si vous n'êtes pas au niveau communal, vous ne pouvez pas être délégué. Parce que c'est le parti qui gagne dans le quartier qui prend le chef village. C'est une toile autour de la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Mais pour que les partis jouent ce rôle fondamental, il faudrait qu'ils soient assainis, qu'ils soient sérieux. Tout le débat est là. Donc, c'est pas pour exclure quelqu'un, ni. Vous avez vu tout ce qui a été fait. Les partis qui se sont regroupés, les alliances qui se sont formées. Et vous allez me dire que ceux qui n'ont pas fait ce cheminement-là, ils se trouvent exclus aujourd'hui. C'est clair, c'est mathématique. Si vous n'avez pas fait ce cheminement et que vous ne voulez pas le faire, vous ne passerez pas. Ce n'est pas une menace. C'est conçu comme ça. En fond, on dit, et non c'est ça le problème. Il faut s'y prendre. Ce code a été voté, il faut s'y mettre. On peut. Chacun peut. Vous ne pouvez pas, pour la dévolution du pouvoir au niveau communal, dire que ce sont les partis qui sont prépondérants, qui proposent des listes de candidats au communal. Aux législatives, ce sont des partis qui proposent des listes pour les législatives et rompent la chaîne au niveau présidentiel. Pour que quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique du tout vienne un beau matin avec peut-être beaucoup d'argent, ça ne donnera rien. C'est pour ça que comme on ne peut pas mettre dans la Constitution
que le président de la République est proposé directement par un parti politique parce que c'est un contrat entre un homme et son peuple quand même, la présidentielle. On risque d'être rétorqué par rapport à la Constitution, par rapport à ça, mais il faut assurer l'œil des partis politiques. C'est ça l'institution du parrainage. Évidemment, il y a plusieurs sortes de parrainage populaire et consorts. Nous, on a opté pour ce qui est politique. Maire et député. Le séminaire Zaldazani a montré qu'on ne peut pas aller aux élections tous les jours. On a classé, vous allez voir, tous les 2 ans, on était en élection. Ce n'était pas tenable, ce n'était plus possible. Quand on a institué les élections générales, et j'entends certains dire, mais le poste de vice-président, ça sert à quoi? Fondamentalement, c'est pour assurer la continuité de l'État en cas de vacances. Après, il faut lui donner un job. Mais fondamentalement, c'est conçu pour assurer la continuité de l'État en cas de vacances de pouvoir. Voilà, retour dans ce studio. Moïse Soudé, première impression. Le vice-président, c'est pour assurer la continuité de l'État. Un vice-président qui ne siège pas au Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on nous dit comme ça? Bon, écoutez, vous savez, la première expression qui m'est arrivée en tête, c'est ce qu'a dit le ministre Obad Omeki. C'est le jeu des rôles. Vous ne jouez que le rôle qu'on vous confie. Et je comprends l'honorable Aden Azati. Je ne sais pas devant quel auditoire bien, devant quelle catégorie d'hommes il s'est retrouvé. Moi, j'aurais bien aimé qu'il invita les 109 députés, c'est-à-dire 108 plus lui-même 109, et qu'il fasse cette conférence à devant les députés. Qu'il fasse cette conférence à devant les députés au lendemain de l'adoption du code électoral. Il y a des levées de boucliers. Beaucoup de personnes se sont opposées à ce code, notamment le point qu'il a développé. Moi, je m'attendais à ce que l'essai soit sur le procès verbal. Mais on fait une relecture. Mais ce que je dis, pourquoi on ne veut pas aller vers la relecture du code électoral? C'est la version qui a corsé. Moi, je ne suis pas catholique. Mais j'ai suivi quand même le travail fait par l'aumônerie des cadres et personnalités politiques de l'île catholique sur ce code-là. J'ai suivi d'autres personnes qui ont eu des appréhensions sur le code. Mais je dis, quand plusieurs personnes se lèvent, ce n'est pas qu'on ait forcément le régime en place, mais il y a que ce code-là pose problème. De toute façon, l'homologie est restée fidèle à ses principes. Et d'autres intellectuels, d'autres partis politiques sont sortis pour dire ce code-là, ça va poser problème en 2020. Et lui-même l'a dit. Même parfois des députés de la mouvance. Et lui-même l'a dit, pour dire que ce code-là, avec ce code-là, on pourrait retrouver en 2026 un Parlement 100% opposition ou 100% mouvance. Mais les gens disent ça pose problème. Qu'est-ce qui les empêche? Mais je prends le premier cas. Oui. Un Parlement avec 100% l'opposition. Donc on a la forte chance que tout ce qui a été bâti s'écroule en quelques jours. Soit démoli. Un Parlement 100% mouvance, on a peut-être la malchance que les choses soient corsées davantage. Mais je dis, il faut que le débat soit posé à l'Assemblée nationale, qu'on touche au code électoral. Parce que si on ne touche pas au code électoral, nous allons donner toutes les explications. Parce que, vous voyez, c'est ça, je dis, c'est un binôme qui sort. Quelqu'un qui a été président de la Commission des lois, qui a été président de la Cour constitutionnelle, il sort. Et l'autre qui est tout le temps président de la Commission des lois. Pourquoi ce sont ces deux-là? Que se reprochent-ils? Moi, je dis une chose, hein, il faut revoir la loi. Mais ce qui me fait mal, c'est ça, j'ai dit, quand je dis qu'on ne va pas en politique par conviction. Quand on avait voulu réviser la Constitution, il y a 7 députés de la mouvance qui se sont associés aux 28 députés de l'opposition pour faire barrage. Et d'après nos investigations, on allait faire la même chose pour que le code corsé ne passe pas. Mais voilà, il a suffi que la veille du vote, le chef de l'État fasse une rencontre et que ces 7 députés qui devaient participer à empêcher que ce code-là soit voté, qu'ils adhèrent. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. Il y a des députés qui se plaignent, mais qui ne peuvent pas se plaindre à visage découvert. Mais je dis, honorable Aden Aladati, je dis et je répète, favoriser la relecture du code. Parce que, qu'est-ce qui va arriver si nous retrouvons un Parlement monocolore acquis à l'opposition, votre carrière politique est finie. Parce que les Béninois vous verront très mal dans l'opposition en train de critiquer quoi que ce soit. Parce que vous avez... il y a UPR et qu'on a le BR à côté en alliance. Attention, attention. Vous avez vu qu'on se tire déjà dans les pattes. On se tire déjà dans les pattes.
quelqu'un de l'autre a dit que le certificat de conformité, il a situé les responsabilités. Il a dit qui a fait sortir ça. Donc, entre eux, ils ne s'entendent pas. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, chacun veut peut-être assumer sa responsabilité. Mais je dis, pour assumer sa responsabilité, il faut corriger le mal qu'on a fait. Et le code électoral est un mal. Je dis, il faut relire le code. Moi, je ne suis pas homme politique. Mais, selon là où on se trouve, c'est un mal. Selon là où on se trouve, non, écoutez, bien. Écoutez, si les députés de la mouvance ne veulent pas jouer dans l'hypocrisie, ils vous diront ce qui se passe avec le code. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas que forcément ils sont écoutez, depuis un certain temps, certains députés de la mouvance ne passent plus. C'est les deux qui parlent. Pourquoi c'est comme ça? Les autres n'ont-ils pas d'opinion à émettre? On vous parlera de discipline de groupe. C'est la discipline. Malheureusement. Mais je suis d'accord que ça soit même. Quand c'est discipline de groupe et que vous n'êtes pas d'accord, vous avalez vos opinions. Quand vous sortez, ne dites pas le contraire. Non, peut-être que cette discipline est si solidement ancrée que finalement Oumbédi a craqué parce qu'il ne pouvait plus supporter cette discipline. Landry Weton, l'honorable trouve que le code est quand même une façon d'amener les grands partis à exister. Ma question, est-ce que c'est la loi qui fait les grands partis ou c'est les grands partis qui font la loi? D'une façon ou d'une autre, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Comme le dirait l'autre, de quoi pas l'auteur. Je me reprends comme ça, de quoi pas l'auteur. Je voudrais dire que c'est à la faveur d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Azalaï le mardi dernier que le président de la commission des lois, M. Orden Aladatin, l'honorable Orden Aladatin, s'est penché sur la question ayant trait au code électoral. Ce code qui aujourd'hui fait polémique, ce code qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes, qui suscitent beaucoup de réflexions. On l'a toujours dit. Mais il dit que c'est ça qui donne la vie au système partisan. Non, ce n'est pas cela. C'est le vouloir politique. C'est la vision que l'on se donne. Dans les autres pays où ça marche, comment est-ce qu'ils font? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est obligé de braquer des outils comme le code électoral aux partis politiques? Parce que du coup, lorsqu'on le fait comme ça, l'objectif n'est pas de faire disparaître les partis, c'est de pouvoir les retrouver dans de grands ensembles lorsqu'on se réfère au système partisan, afin qu'ils puissent participer à la vie politique de notre pays. Mais lorsqu'on retrouve ce code, qui déjà, dans sa monture originelle, n'a pas été tellement l'élément motivateur, l'élément qui faciliterait le débat politique, qui faciliterait l'animation de la vie politique, et que l'on revient dans une lecture, relecture, corser ce code, je me demandais à quoi cela rime. Et du coup, que voulez-vous que le président de la commission des lois vienne dire? Qu'il vienne contredire les propos du président de la République qui dit qu'il n'y a pas de relecture du code, qu'on va s'en tenir à cela. Je ne sais pas. Nous, on n'est pas dans une posture de décideur. Nous ne sommes pas des députés, ne sommes pas des députés, ne sommes pas ceux qui légifèrent, ni ceux qui promulguent ou celui qui promulgue. Nous sommes là juste parce que nous sommes des auditeurs de conscience, nous disons ce qui s'entend dire à la base. Et lorsque nous infiltrons, lorsque nous nous retrouvons avec les partis politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, parce que nous, en tout cas moi, je n'ai pas une carte de membre d'un parti politique, je le dis toujours, et donc je suis ami à tous les politiciens, j'entends, je fais des débats, et Moïse Alphonse Soudé n'est pas en train de trahir un secret, quand il dit que lorsque vous les rencontrez en catimini, les gens sont des inquiétudes, mais qui va oser dire autre chose que ce que le décideur, le grand décideur a dit. Donc je crois que d'une façon ou d'une autre, le problème se repose. Ce code en l'état n'est pas pour favoriser l'animation de la vie politique dans notre pays. Si le chef dit que le code en l'état, c'est ça qu'il faut pour amener les partis à grandir. Ce n'est pas le président de la République qui porte les lois. Il fait des propositions de loi, mais les projets de loi sont portés par les députés. Et donc, s'il lui fait une proposition, lui, il est libre en tant que citoyen. Et peut-être qu'il n'a pas parlé en tant que président de la République. Il a parlé en tant que citoyen. Il a son opinion de la question et on ne peut pas l'empêcher d'avoir, comme vous êtes là, vous pouvez dire le code dans l'État est bon. Oui. Quand le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas relecture du code, oui, et silence radio, cela confirme que
le chef de l'État a la même mise sur les deux parties de la mouvance. La lecture est très simple. Mais au-delà, Parce que au-delà de ces parties de la mouvance, les députés de l'opposition font quoi à l'Assemblée? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire un lobbying pour lancer? Je viens, oui. Dans tout pays où la démocratie évolue, un système en fin de régime, les hommes politiques ne sont pas assujettis. C'est le moment de commencer par se détacher. Il faut se détacher et se construire son avenir s'assumer. politique. Et s'assumer. Nous avons 109 députés. 109 députés. Et les 109 députés, ils savent que 6 mois avant les élections générales, on n'a plus le droit de toucher au code. De toucher aux tests régissant les élections. Et nous avons dit... Les partis de la mouvance qui sont majoritaires pensent que ce code, il est bon. Comment vous voulez qu'on touche au test? Non. Comment ils trouvent que c'est bon? Comment ils trouvent que c'est bon? Vous savez, Ils ont voté si le code, vous savez, quand un professeur dispense un cours et qu'il est obligé d'aligner des explications sur explications, qu'est-ce que ça sous-entend? Que le message au niveau des apprenants n'est pas passé. Si on estime aujourd'hui qu'il faut descendre et expliquer 20%, ça veut dire que le message n'est pas passé. Les gens n'ont pas compris et les gens ne comprendraient pas. C'est pourquoi et que dans l'implémentation, que ça pose un problème aussi. C'est pourquoi on est obligé de marteler, d'ingurgiter cela dans la tête des Béninois pour dire c'est ça la réalité. Mais je dis, la dernière fois on a démontré, on a 24, c'est une constitution électorale. Oui. Elle a dit que si dans 23, je suis fort, et que dans la 24e, je suis faible. Mais si vous avez un partenaire qui a 10%, il peut vous coopter. Quel partenaire? Est-ce que c'est au cours du match? Parce que là, il y a... Les partenariats au cours du match, c'est compliqué. Parce que si je me trouve... Non, vous avez déjà préalablement signé les alliances avant le match. Ok. Ce sont les alliances qui vont aux élections. Les alliances seront facilement parce que signées. la Sénat tiendra compte de ces alliances. Les alliances seront facilement signées entre les partis de la mouvance. Il n'y a pas de débat là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas une autonomie de réflexion là. Vous subissez. Donc l'alliance est déjà virtuelle. L'alliance est déjà virtuelle. Vous avez vu en 2021, par rapport au parrainage, vous avez vu ce qui s'est passé où les gens sont sortis pour dire mais ils m'ont pris mon parrainage. Je ne sais même pas à qui on a remis mon parrainage. Moi, je voudrais qui va se poser, oui. Ça sera au niveau des partis de l'opposition. La gourmandise politique va faire que ça va faire flop. Je vais souhaiter quand même, si vous permettez, rapidement, 2-3 mouvements. Je voudrais peut-être trouver une solution ou peut-être dire à Alphonse Moïse Soudé que nous nous plaignons peut-être ici de ce code. Parce que nous voyons un peu les enjeux au niveau de ce code en l'état. Mais n'oubliez pas qu'il y a les lois interprétatives. Bref, c'était juste un pavé que j'ai jeté à la barre. Voilà, on va rapidement écouter. Qui peuvent être votés. Voilà, notamment, voilà. Qui a fait un appel à la paix au sein des partis de la mouvance. Chacun est valable. Tous. S'il y avait appel à la candidature, nombreux ceux-là qui déposeraient le dossier et qui se feront apprécier par le comité, la commission en charge donc les étudier. Donc on ne peut pas se lever de go comme tout de go et croire que Jean est mieux que Pierre ou vice-versa. Mais non. On doit avoir du respect pour soi-même et pour ceux qu'on dénigre de cette manière-là. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cela. C'est des propos qui sont tenus par des gens qui appartiendraient au même parti que moi. Moi, je suis fondateur du parti BR. C'est-à-dire, fondateur, c'est que je ne suis pas arrivé à la première réunion. Hein. Je suis fondateur. Et quand il dit fondateur, ceux qui savent l'histoire du BR, c'est Alassane Seybour, même s'il est dans l'UPR aujourd'hui. C'est Kassa, c'est Dosoumou, Bagoudou, moi-même. C'est pas nombreux qui connaissons l'histoire réelle du BR. Alors, quand on a accepté des sacrifices pour en arriver là aujourd'hui, parce que le chemin fut très long, il n'est pas normal que ceux qui se prétendent être de mon parti soient ceux-là qui tentent, à travers leurs propos, de détruire qui que ce soit. Nous sommes à l'heure de l'union, à l'heure de la richesse, de la cohésion.
pour que sereinement le chef de l'État puisse nous indiquer qui il faut. Je ne sais pas si ceux-là qui sont dans cette position-là s'imaginent un peu ce que ça peut être. La débâcle qui crée au sein de la mouvance. Parce que ça perturbe énormément. Quoi qu'on dise, ceux qu'on critique aujourd'hui, ceux qu'on livre à la mendigue populaire, sont de grands hommes qui ont fait leur travail d'une façon ou d'une autre. Les lois incriminées sont ces lois-là qui permettent d'évoluer. Ce sont ces lois-là qui nous ont permis d'organiser des élections. Il y a des imperfections, et il faut les corriger, mais ce n'est pas de cette manière-là que ça doit se faire. Et ensuite, ces lois-là, elles ne portent pas le nom de celui-là qui est incriminé. Mais non, c'est un responsable d'institution. C'est le peuple. D'abord, c'est voté par les députés. Mais il y a des institutions qui ont le pouvoir d'interpréter. Pourquoi alors pour faire porter le chapeau à une seule personne? C'est pas normal. Retour en studio, Moïse Soudé. Je remercie l'honorable Degra, que j'ai connu sous le régime de Yahi, par ses sorties. Mais je voudrais dire et répéter sur ce plateau, tant qu'on ne va pas permettre aux intelligences qui ont envie de diriger le pays de se prononcer pour qu'on puisse faire des primaires et qu'on va attendre que le candidat leur soit désigné par le chef de l'État, la guerre sera ouverte. Au sein des partis de la mouvance. Au sein des partis de la mouvance, parce que les gens estiment on est venu en politique pour conquérir le pouvoir. Il faut, si nous devons être éliminés, il faut qu'on soit éliminés de la façon la plus loyale. C'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité de lever notre doigt pour dire nous sommes à même de représenter le BR ou bien l'UPR et on va faire les primaires. Et le meilleur d'entre nous, vous savez, le meilleur d'entre nous, il sera soutenu par tout le monde. Mais quand c'est quelqu'un qu'on a parachuté pour être candidat, les gens vont accepter le jour-là, mais dans leur village, dans leur fief, ils feront de la contre-campagne. J'ai déjà vu ça à Cotonou. J'ai vu ça, où des gens n'étaient pas d'accord avec celui qu'on a positionné, et ils ont fait de la contre-campagne. Donc je dis... Bien qu'étant du parti. Bien qu'étant du parti. Ils sont allés sur le terrain faire de la contre-campagne pour leur candidat. Parce que ce n'était pas leur choix. Donc je voudrais que les choix qui seront opérés soient des choix consensuels. Sinon, il y aura fissure dans le mur et le lézard va y entrer, il y aura problème. Donc, s'installer et faire même des enfants. L'honorable Degra qui fait partie des gardiens du temple doit pouvoir dire au chef de l'État, donner la possibilité à chacun, laisser les gens s'exprimer. Parce que toutes les mamans béninoises font des enfants intelligents. Il n'y a pas cette maman au Bénin là qui n'a pas fait d'enfants intelligents. Donc nous sommes tous intelligents. Les gens ont envie de diriger. Les gens ont préparé leur vie politique. Donc donnez-leur la possibilité. Si au primaire ils échouent, ils sauront que le parti leur a fait échouer. Mais ils ne diront pas que c'est Tampillon qui a décidé que Y soit candidat. Voilà. Landry Weton, l'honorable Bernard Degra, qui appelle à l'apaisement, l'honorable que vous connaissez très bien d'ailleurs. C'est bon, parce qu'on est de la même région. Voilà. Naturellement, il a pris de l'âge. Voilà, il faut oser le dire. Il a fait le bon combat. On lui souhaite de vivre encore longtemps pour voir les fruits de ce combat. Mais lorsque on s'attarde un peu sur ses propos, il ne peut pas y en être autrement. Parce que lorsque on a été à ce niveau de gouvernance de notre pays, ancien ministre, député à l'Assemblée, voilà, il ne peut que jouer à la carte de l'apaisement parce qu'on dit souvent que le vieillard qui est assis voit mieux que le jeune homme qui est debout. Et donc, lorsque ces gens-là commencent par parler, on doit pouvoir les écouter. Lorsqu'un Robert Dossou parle dans cette république, on doit l'écouter. Lorsque le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo parle, on doit l'écouter. Lorsqu'un Théodore Lo, lorsqu'un Ousmane Batoko parle, on doit les écouter parce que c'est des gens qui ont empilé, des gens qui ont emmagasiné de l'énergie, de l'expérience pendant toutes ces années. Et donc, je crois que, comme l'a dit Moïse Alphonse Soudé, on n'a pas intérêt à ce qu'un candidat soit pris au pifomètre. Non, il faudrait aller. C'est-à-dire que la guerre des idées à l'interne pour pouvoir faire sortir. Mais la question que moi je me pose, et personnellement, sommes-nous, les partis, sont-ils déjà préparés pour aller à cette initiative de primaire? C'est la question que je me pose. Parce que je dis toujours quelque chose. Oui, l'idéal n'aurait pas été que le président de la République choisisse un candidat au sein de la mouvance. Oui, l'idéal aurait été
que les leaders s'imposent au niveau de ces partis politiques, parce que pour moi, il y a toujours une différence entre un leader et un manager. Mais lorsqu'on est dans l'esprit de la réforme, et ce serait peut-être votre mot de fin, lorsqu'on est dans l'esprit de la réforme du système partisan, est-ce que parce qu'on est 2 partis ou 5 partis à soutenir le président de la République, on doit choisir un même candidat, ou normalement l'esprit de cette loi-là, c'est que chaque parti puisse présenter un binôme pour ces élections? On dit que les duos doivent être portés Par les partis politiques. Et est-ce qu'on crée un parti pour aller en alliance? non, On crée un parti on dit, pour présenter son candidat. les candidats doivent avoir 28 parrainages. Si on part de ce postulat-là, tous les partis politiques doivent pouvoir présenter au moins un duo. Mais il se fait 3 que, partis politiques pourront il se fait que, peut-être... je l'ai dit, je vais le répéter, à partir de quel principe les gens ont-ils intégré les partis politiques? Est-ce que c'est pour consolider leurs avantages ou bien ils sont allés pour participer à la construction du pays? Moi, je voudrais, pour finir, pour chuter, je dis et je demande et je redemande aux 109 députés du Parlement béninois de prendre leurs responsabilités en introduisant une relecture du code électoral. Le chef de l'État l'a dit, peut-être il ne leur a pas imposé ça, mais ils doivent prendre leurs responsabilités parce que s'ils ne savent pas faire, tous autant qu'ils sont, ils vont perdre leur siège en 2026. Bien entendu. Landry Weto, Oui. votre mot de fin? Je ne serai pas aussi péremptoire que Alphonse Moïse Soulé, mais je crois que c'est un appel qui a été lancé et que les députés qui siègent actuellement doivent pouvoir comprendre qu'en 2026, il y a un renouvellement il y aura un renouvellement de la classe politique. Quoi qu'on dise, peut-être que quelqu'un parmi nous sera candidat pour les législatives de 2026, j'en sais pas grand-chose, mais Alphonse Moïse Soulé a plus de tauge, a plus de bagages que nous tous ici. Et donc, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que nous n'avions pas la science infuse du savoir et que nous venons juste opiner sur des questions de la République, que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, qu'ils le fassent savoir. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place ici sur ce plateau pour venir dire leur part de vérité, comme dirait l'autre. Voilà, le Bénin d'abord et le reste on verra. Il va falloir véritablement qu'on puisse penser au pays lors du vote des lois, lors même de la rédaction du projet de loi ou de la proposition de loi, il faut penser au développement de notre pays, le Bénin. Cela va de l'intérêt de tous. Nous pensons avoir apporté, n'est-ce pas, notre part de lumière à ces débats qui sont en cours, ces différents débats qui sont suscités au sein de la classe politique. Nous estimons que la cité a besoin de la contribution de tous pour se porter au mieux et que l'apport de chacun, comme l'a dit le roi Guézo, pourra permettre de bâtir une nation prospère où coule le lait et le miel. Merci à chacun et à tous. Merci à vous, chers amis débatteurs. Merci bien. Et à la prochaine.